Bonsoir. Donc le lâcher prise, c'est un très très grand sujet. Et donc si vous êtes là ce soir, c'est je pense pour avoir 2-3 infos là-dessus, comment faire pour lâcher prise. Justement, je vais vous donner 2-3 trucs. En fait, je fais cette thématique, c'est par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, c'était sur la confiance en soi. Confiance en soi, et du coup j'ai débordé un peu en effet sur le lâcher prise, et je me suis dit ouais, en fait c'est une thématique que j'ai pas fait depuis longtemps et autant la refaire parce que c'est un sujet super intéressant. Mais avant de commencer, en fait je voudrais vous partager quelque chose. En fait j'ai eu une conversation avec une personne il y a une dizaine de jours et on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Je vous explique. En fait, j'allais, alors plus d'une dizaine de jours et ça fait 2 semaines, j'allais en fait dans les jours qui suivaient aller faire ma formation sur le décodage biologique des maladies, donc une formation que j'ai organisée sur Nantes. Et puis avec cette personne en fait, on a échangé au sujet du cancer. Alors moi je lui ai donné mon avis sur le cancer, mais parce que mon avis il est fondé sur quoi? Sur des expériences, sur ce que je vis avec mes clients, et puis évidemment sur ce que j'ai appris, c'est sur ce que je transmets. Et donc cette personne avec qui, elles étaient deux, avec qui je parlais, elles n'ont pas du tout toutes ces connaissances que je peux avoir évidemment, et c'est surtout elles n'ont pas toutes ces certitudes. C'est-à-dire que quand moi je fais une séance à une personne, je suis sûr de ce que je fais, je suis vraiment à fond dedans évidemment à 100%. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas de doute. Il y a une expression qui dit 1% de doute, 100% d'échec. Moi, quand une personne me consulte, quel que soit le sujet, que ce soit pour un problème de santé, que ce soit pour un problème personnel, un problème de comportement, un problème à gérer ses émotions, à aucun moment je doute sur ce que je vais pouvoir lui apporter. À aucun moment je doute sur elle, en fait. À aucun moment je me dis, non, cette personne, elle va jamais y arriver. Si elle me consulte, en fait, on va faire des trucs, mais ça va pas marcher. Non, moi, je suis sûr à 100% de ce que je vais faire. Et c'est vrai que peut-être que du coup dans mes vidéos aussi ça ressort. Il y a peut-être parmi vous qui se disent lui il y va, il est gonflé, en gros il laisse pas trop le choix, il est trop sûr de lui. Ouais, c'est possible. Mais en fait je l'assume. En plus je l'assume, c'est ça qui est génial. C'est que de par ma profession, si je doute sur la possibilité qu'a la personne d'aller mieux et de se rétablir, en fait j'ai rien à faire ici, j'ai pas du tout ma place. Moi, il faut vraiment que je sois à 100%, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent me voir avec des problématiques, mais ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'elles traînent avec une problématique, et il y a eu des hauts, des bas, mais en tout cas, quand elles viennent me voir, c'est que la problématique est toujours là. Et moi, à aucun moment, je me dis, moi, je ne vais pas faire mieux que les autres, ou en tout cas, je ne vais pas pouvoir lui apporter quelque chose. Non, je sais que grâce aux techniques que j'ai, c'est obligé qu'il va y avoir, si ce n'est du mieux, un rétablissement complet. Voilà. Alors c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la prétention, c'est juste que je sais quelque part que ça va marcher. Et alors vous allez me dire, ah ouais, donc ça veut dire qu'il a 100% de réussite. Eh ben non. Justement, là d'un seul coup je reprends une certaine humilité. Il y a 2 personnes pour qui ça n'a pas marché à 100%. Il y a une personne pour qui, que ce soit moi ou tous les autres thérapeutes, même des magnétiseurs, enfin bref, allez voir pas mal de personnes. Ce sont des maux de tête à chaque fois qu'il y a la pleine lune. Et là aujourd'hui, que ce soit moi ou les autres, on a beau essayer d'avoir fait plein de choses, ça ne marche pas. Voilà. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des idées, on est preneur. Et puis il y a une autre personne, en fait elle est toujours dans ses angoisses. Alors elle est venue me voir, on a fait plusieurs séances, on a fait de l'accompagnement. Elle est remontée en fait, elle était, je dirais, à un niveau en dessous du niveau 0 du creux de la vague, pour vous dire, on parle vraiment de très bas. Et elle est remontée à 50%, mais il reste encore 50 gros pourcents, et là pour l'instant ça ne le fait pas. Mais bon, voilà, je me dis que de toute façon d'une manière ou d'une autre, elle va s'en sortir évidemment, et moi j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau. Maintenant je laisse la place aux autres, en toute humilité, bien sûr. Donc oui, rebonsoir tout le monde. Donc tout ça, voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je me dis, en fait la force qu'on peut avoir que ce soit ma profession ou dans d'autres professions, vous pouvez avoir des gens qui ont une foi totale en ce qu'elles font et en ce qu'ils font, et peut-être que vous, c'est le cas aussi. Vous êtes dans des certitudes parce que vous avez expérimenté, vous savez que ça marche. C'est-à-dire que si demain vous allez voir votre boulanger, puis qu'il vous dit, là, il faut mettre tant de levure, il faut mettre telle levure, telle farine, telle quantité d'eau, il faut laisser reposer pour avoir le pain que je veux avoir, c'est son métier.
il sait exactement ce qu'il va faire. Et en fait, il va même faire du pain en fonction de la météo. Donc voilà, en fonction de l'hygrométrie, il sait qu'il faudra mettre plus ou moins d'eau, laisser reposer plus ou moins longtemps. En fait, c'est toute une science, c'est tout un savoir. Eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose. Je reviens sur le lâcher-prise. Par quoi je commence sur le lâcher-prise? Il y a beaucoup de choses à dire. Le lâcher-prise, en fait, donc, le lâcher-prise, pour beaucoup de personnes, en fait, le lâcher-prise vont se dire que c'est le mental. En effet, c'est mon mental, je ressasse, je rumine, je n'arrive pas à me sortir de la tête, eh bien, ces phrases qui tournent en boucle. Ça peut être par rapport à un projet à venir, ça peut être par rapport à du passé, ça peut être par rapport à une personne en particulier. En fait, les sujets sont vraiment très divers et variés. Ça peut être par rapport à un événement eh bien, en fait, où on rumine jusqu'à ce que cet événement arrive. Mais en fait, on n'arrive pas à lâcher prise, c'est-à-dire que c'est comme si on était sous une emprise qui fait que, en effet, notre mental est occupé en permanence et on a du mal, du coup, à vivre pleinement les événements qui nous arrivent à l'instant T. Mais pourquoi est-ce que notre mental est aussi puissant durant ces moments-là? En fait, c'est pas de l'intellect là qui fonctionne. C'est parce que on a des ressentis. On vit une certaine émotion. Et en fait, quelque part, le ressassement, la rumination qu'on va avoir dans notre tête, toutes ces phrases qui viennent, tous ces doutes, tous ces questionnements, sont en relation avec des émotions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut pouvoir mettre des mots sur ces émotions qu'on occulte complètement. C'est-à-dire qu'on se dit, bah ouais, mais là, j'ai la tête grosse comme une pastèque parce que je n'arrête pas de penser à ça, je n'arrive pas à lâcher prise. On croit que c'est que du mental, mais le mental, c'est juste un symptôme par rapport à des émotions qu'on peut vivre. Alors les émotions qui sont en relation avec ça, eh bien, ça peut être des peurs, ça peut être des stress, ça peut être un deuil qu'on n'arrive pas à faire par rapport à une séparation, par rapport à une personne qui serait décédée par exemple. Ça peut être ça, ça peut être aussi un animal domestique qui est décédé et on n'arrête pas de penser à lui. Mais c'est pas qu'on pense, enfin si, on pense à lui en fait, dans les faits, on pense à lui, mais quelles sont là où les émotions qui se cachent derrière la rumination? Et quand on va aller chercher les émotions, eh bien c'est là où on va pouvoir désamorcer, ou en tout cas commencer à désamorcer la rumination. C'est-à-dire, imaginons une personne qui se dit, voilà, j'ai un projet, que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, peu importe, mais qui lui tient à cœur, ou en tout cas qu'elle peut être obligée de faire, qu'elle est obligée de réaliser. Et puis bah, vraiment, ça, c'est omniprésent en permanence à son esprit. Et puis, c'est quelque chose, à la limite, elle va se lever le matin, elle a déjà ça à l'esprit. Durant toute la journée, elle va peut-être travailler dessus, en tout cas passer un certain temps. J'ai le sourire parce qu'il y a le tout qui vient. Il est là. Et donc ce qui se passe, c'est que les émotions que la personne va avoir font que ça se traduit dans son mental. Mais pourquoi est-ce que cette personne, par rapport à ce projet, va avoir autant de difficultés justement à lâcher prise? Eh bien c'est parce qu'il va certainement y avoir une notion de stress ou une peur derrière. Ok? Alors comme le dit Lydie, difficile d'identifier les émotions seules. Donc là, à ce moment-là, moi ce que je conseille aux gens, donc j'ai des petits outils, des outils thérapeutiques pour permettre aux personnes qui me consultent de mettre des mots MOTS sur leurs mots MAUX. C'est ça vraiment une des phrases clés de la soirée, c'est mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Eh bien vous pouvez aller sur internet, vous tapez sur votre moteur de recherche, et puis en fonction de si vous tapez par exemple liste d'émotions PNL ou communication non violente, et bien là vous allez atterrir sur des pages où vous allez avoir peut-être 10, 20, 30, 40 mots du vocabulaire en fait pour exprimer les émotions. Parce que comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres lives, en fait, nous n'avons pas tous la même façon de percevoir le monde qui nous entoure, nous n'avons pas tous la même façon de nous exprimer, c'est-à-dire que si on se réfère à l'énéagramme, eh bien on va diviser les gens en 3 façons de comprendre et d'exprimer les choses. Il y en a qui sont dans le faire, il y en a qui sont dans les ressentis, et il y en a qui sont dans la réflexion, dans le fait de cogiter, dans les pensées. Et donc, en fonction de chaque typologie, qu'on soit dans le faire, le ressenti émotionnel, et puis la réflexion, on ne va pas du tout utiliser le même vocabulaire. Et c'est donc pour ça que eh bien, les personnes qui sont dans le faire et dans les émotions, eh bien, pour elles, le vocabulaire des émotions, pas forcément leur vocabulaire favori, n'est pas forcément le vocabulaire qu'elles utilisent et développent le plus. Donc ces personnes-là, d'aller chercher des listes sur Internet, ça peut vraiment beaucoup les aider. Tout comme ça va aussi aider les personnes qui sont dans l'émotionnel, puisque on
peut très bien avoir, je dirais, des mots sur le bout de la langue, mais pas forcément trouver le vocabulaire juste. Et donc ces listes-là peuvent nous aider. Donc une personne qui aurait du mal à lâcher prise, s'il y en a parmi vous ce soir, je vous invite à vraiment vous dire, ok, en effet, je n'arrive pas à décrocher de ça. C'est-à-dire que ça peut être une rupture avec un conjoint, ça peut être une rupture avec un enfant, ça peut être un deuil, ça peut être vraiment du stress par rapport à un projet. Mais là après, vous pouvez me donner des exemples, hein, on est tous là, je veux dire c'est interactif, hein. C'est moderne en fait. Et donc si vous allez sur Google, vous allez prendre les 5-6 verbes, les 5-6 adjectifs qui vont correspondre à ce que vous ressentez. Et ouais, par rapport à cette personne en fait, qui me trotte toujours dans la tête, ça peut être aussi un état amoureux par exemple, ok? Eh bien, qu'est-ce que je ressens? Eh oui, ça me trotte dans la tête parce qu'en effet, je ressens, je suis dans un état amoureux par exemple, je ressens du manque, je me sens perdu. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, je me sens abandonné, je me sens rejeté. Vous voyez, il y a tout un tas de vocabulaire qui peut venir comme ça, auquel on n'aurait jamais pensé. Et le fait de pouvoir mettre des mots comme ça sur ce qu'on ressent, eh bien, on va identifier le problème. Le problème, ce n'est pas le ressassement, ce sont les émotions qui créent le ressassement. On va aller à la source du problème. C'est comme ça qu'on va faire. Une fois que j'ai identifié mes émotions, eh bien, vous pouvez aussi identifier en parallèle des ressentis. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Il y a des personnes qui vont dire, moi, ça me prend la tête, moi, ça me noue la gorge. Non, moi, ça me donne, ouais, j'ai mal au ventre, ou ça me fait perdre un peu pied. En fait, chaque personne va avoir ses propres ressentis physiques. Et bien là, c'est pareil. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez ressenti en rapport toujours avec PNL. PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. C'est vraiment un outil thérapeutique qui est vraiment génial. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et donc, PNL ou toujours la même chose, communication non violente. Et là, c'est pareil, vous allez avoir la liste de ressentis. Et ben, je me sens coincé. Ça va être ça les ressentis. C'est comment je me sens. Et donc, une fois de plus, je persiste et signe. Aïe, j'ai tout ça, moi. Aïe, aïe. Bon, si tu as tout ça, va falloir faire une belle liste sur 3-4 pages et puis prends quand même les vocabulaires essentiels, quoi. Le but, c'est pas de sortir 20 adjectifs ou 20 verbes, ou 20 qualificatifs en fait. C'est de pouvoir vraiment sortir les 5 principaux. Quels sont ceux qui sont en rapport là avec ce que vous vivez actuellement? Eh bien, donc même chose avec les ressentis corporels. Donc on a les émotions, on a les ressentis. Autre truc, c'est, oui mais en fait, en ce moment je me sens, en fait ce que vous vivez, ce sont des ce sont des contrariétés. C'est-à-dire qu'il y a certains besoins, ou un besoin qui n'est pas rempli, qui n'est pas assouvi, qui n'est pas comblé. Et là, même chose, vous retournez sur votre moteur de recherche, Ecosia par exemple, vous tapez liste, ok, et quels sont les besoins qui sont frustrés, qui sont bridés en ce moment, parce que ce besoin va créer une certaine frustration, va créer un manque en vous quelque part, c'est comme s'il y avait un manque à combler, et c'est là-dessus qu'il va falloir après pouvoir intervenir. Mais les besoins, quels sont vos besoins qui ne sont pas assouvis? Alors après, là, c'est par rapport au lâcher prise, mais peut-être qu'il y a d'autres besoins, en fait, auxquels vous ne pensez pas, et vous dites, ouais, moi c'est vrai que du coup, j'aurais besoin de sécurité. Ah ok, pourquoi tu as besoin de sécurité? Parce que là, en effet, je suis sorti de ma zone de confort, ou je suis vraiment sur une zone un peu mouvante, je sais pas trop, si à chaque fois que je mets un pied devant l'autre, est-ce que je vais pas me prendre, c'est tout à fait imagé ce que je dis, mais est-ce que je vais pas me prendre le pied dans une branche, quoi, ou dans le tapis en fait. Et donc, si vous listez les besoins, si vous listez vos ressentis, si vous listez vos émotions, et bien du coup, vous comprenez pourquoi vous êtes dans tel état de ressassement, pourquoi vous avez du mal à lâcher prise. Vous n'arriverez à lâcher prise, quelque part, que lorsque vous aurez comblé ce besoin. Il faut pouvoir combler le besoin. Alors, je ne dis pas le combler à 100%. Si vous le comblez à 100%, c'est sûr que vous allez lâcher prise totale, parce que vous ne serez plus dans cet état de stress, de tristesse, de détresse, de colère, etc. etc. Parce que la colère, c'est pareil, on peut très bien avoir du mal à lâcher prise avec une situation, et ça nous met en permanence quasiment dans un état de colère. On a du mal même à dormir la nuit, parce qu'on pense à ce collègue, par exemple, qui nous énerve, ou à ce projet qui n'avance pas, et ça nous énerve. En fait, on est contrarié.
Donc faire la liste des besoins, et puis à ce moment-là, c'est de vous dire quelle est la première petite action, quelle est la première petite chose que je peux mettre en place ou faire dès demain pour faire en sorte que ce besoin commence à être comblé. En fait, vous avez un verre vide c'est ce besoin, et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre de manière à remplir ce verre, ou mettre en action. Et là, je vous invite même carrément à prendre votre agenda, à vous dire, ok, dès demain, en fait, j'ai juste un coup de fil à passer. Dès demain, ce que je fais, là, je suis vraiment en stress, je prends mon papier, mon crayon, et je note sur un papier, un crayon, toutes mes contrariétés. Pourquoi j'ai peur? Comment s'exprime cette peur? Ça m'empêche de dormir. Ouais. Et pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que ceci. Cette personne m'a déjà fait un petit dans le dos, donc c'est ça aussi, je n'ai plus confiance en moi. En fait, c'est vraiment vider votre sac, vider votre inconscient sur un papier en utilisant papier-crayon. Ça, c'est une première chose. Mais là, vous pouvez dire, ok, je le fais dès demain. Mais ça, du coup, écrire sur un papier, vous pouvez le faire tous les jours. Je vous invite à écrire tous les soirs, à vider votre sac tous les jours. Une fois que vous avez vidé votre sac, soit vous pouvez lire à voix haute ce que vous avez écrit sur le papier et vous le brûlez. C'est bon, on n'en parle plus, ça se transforme en cendre, ok? Parce que ça y est, j'ai vidé mon sac, j'en parle plus, quoi. Et puis, suite à ça, papier-crayon, c'est de prendre conscience que quand même dans la journée, vous avez passé des bons moments, il y a eu des moments positifs. C'est obligé. Entre le moment où le réveil a sonné et puis là le soir, vous êtes dans votre lit en train d'écrire, peut-être que vous avez passé un bon moment avec un collègue le midi ou avec quelqu'un de votre famille, peut-être que vous avez un coup de fil qui vous a fait plaisir, peut-être que vous avez acheté un vêtement ou un bouquin que vous attendiez depuis je ne sais pas combien de temps. Mais c'est donc de pouvoir, là aussi, lister tous ces petits moments positifs que vous avez pu vivre dans la journée. Ça, c'est super important parce que vous allez passer d'un état où j'étais stressé, en colère, etc., énergie et émotions plutôt négatives, ça y est, c'est passé, j'ai vidé mon sac, qu'est-ce qui a été positif? Et là, à ce moment-là, mentalement, énergétiquement, vous allez passer d'un état plutôt à polarité négative à un état à polarité plutôt positive, parce que vous allez vous remémorer ce qui a pu être positif chez vous. Mais donc, une fois que vous avez listé ces événements positifs en fait, qui vous sont arrivés dans la journée, endormez-vous avec cette énergie positive. Parce que quelque part, si vous avez eu du mal à lâcher prise par rapport à une problématique durant toute la journée, si vous vous endormez avec ce down, je dirais ce down émotionnel, le lendemain matin, vous repartez pour un tour, c'est obligé. Et quelque part, votre inconscient va rester bloqué sur cette énergie plutôt négative. Donc, vous allez passer une bonne partie de la semaine, de votre mois, des journées, des heures de votre vie à être dans cette difficulté à lâcher prise avec votre problématique. Par contre, si juste avant de vous endormir, vous êtes dans une énergie plutôt positive, ça va 10 fois mieux, quoi. Si ça se trouve, le sommeil sera beaucoup plus réparateur. En fait, on a les 3-4 premières heures de sommeil, c'est du sommeil paradoxal. Et si vous enclenchez votre sommeil justement sur des énergies positives, vous allez beaucoup mieux dormir, en tout cas vous allez beaucoup mieux vous reposer. Et il y a de fortes probabilités que si vous faites ça tous les soirs, le matin quand vous allez vous réveiller, vous ne serez plus forcément dans cette énergie de ressassement. Vous serez dans une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Ok ? Évidemment, ce que je vous dis là, ce sont des petits outils que tout le monde peut pratiquer. Tout le monde a un papier, un crayon et peut faire ce genre d'exercice. Il y a aussi Jacques Martel, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui a une technique qui s'appelle les petits bonhommes d'allumettes. Donc je vous invite, pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, à aller voir cette technique. C'est pareil, c'est papier-crayon et quelque part, on va se détacher. On va vraiment exercer un certain détachement entre soi et la situation stressante, la situation qui nous met en colère ou qui nous rend triste. Okay, c'est un premier travail, c'est comme si quelque part on se faisait un soin énergétique, puisque notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et le symbolique. Et donc pour le cerveau, lorsqu'on va découper la feuille, c'est comme si vraiment on se dissociait de ce qui peut nous perturber actuellement. Est-ce que la cohérence cardiaque ou la méditation peuvent favoriser le lâcher prise pour nous aider à vider la tête? Oui Martine, j'allais y venir sur la cohérence cardiaque. Donc ça c'est pareil, c'est un outil thérapeutique qui est vraiment très très efficace, même pour des personnes qui seraient dépressives, mais je dirais c'est efficace pour tout le monde, même pour des personnes qui vont très bien. Moi j'en fais une fois de temps en temps de la cohérence cardiaque alors que tout va bien, mais ça me permet juste de me recentrer. Ça consiste en quoi? C'est pareil, je vous invite à aller sur YouTube, vous avez différents tutos de cohérence cardiaque, vous pouvez les télécharger sur vos téléphones portables, ça dure 5 minutes, c'est une bulle qui monte et qui descend, et vous allez caler votre rythme respiratoire sur les ascensions et les descentes de la bulle.
Vous avez différents rythmes de cohérence cardiaque, parce que c'est un nombre de respirations par minute. Il y en a qui vont vous convenir, d'autres pas. Après, c'est vous en fonction de vos ressentis. Donc le lâcher prise, le but de lâcher prise, c'est de diminuer la charge mentale de manière à en fait de vivre comment, de vivre quoi. Eh bien, c'est d'être pleinement dans l'instant présent. C'est-à-dire que une personne qui n'arrive pas à lâcher prise, eh bien, elle a d'énormes difficultés à se concentrer, elle a d'énormes difficultés à pouvoir être complètement dans ce qu'elle fait et être complètement avec les personnes avec qui elle vit. Donc, que ce soit des collègues ou des membres de sa famille, en fait, comme il y a quelque chose qui la tracasse, eh bien, elle ne peut pas vivre complètement les conversations, d'être pleinement, si elle est avec ses enfants, ben, elle ne peut pas forcément s'en occuper comme elle veut, ou en tout cas, il y a déjà une tension de stress ou de colère qui est là, et généralement, c'est soit le conjoint, soit les enfants, eh bien, qui se servent un peu de soupape pour libérer la tension, pour libérer la pression que la personne peut avoir. Donc c'est un petit peu dommage, parce que les autres, en fait, n'ont pas à subir notre mauvaise humeur, ou n'ont pas à subir notre état émotionnel qui va être négatif. Elles n'ont rien fait, ok ? Donc c'est d'être pleinement dans l'instant présent pour vivre pleinement ce qu'on a à vivre avec les personnes qui nous entourent. Alors là, je suis entouré de nature parce que là, je suis entouré des éléments, il y a des rochers, il y a la végétation, le toutou est parti, mais je suis vraiment pleinement là, quoi. Et pour faciliter aussi le lâcher prise, petite gymnastique à faire. Donc il y a la cohérence cardiaque, il peut y avoir des exercices de méditation, mais c'est de vraiment mettre son focus sur ce que l'on ressent. Et là, une fois de plus, je me répète, mais je fais exprès de me répéter parce que c'est à vous de vous identifier quelque part là-dedans. Est-ce que vous êtes plus des personnes qui êtes dans le faire, qui êtes dans l'émotionnel ou qui êtes dans la réflexion? Parce que là, c'est pas facile pour tout le monde d'être dans ses ressentis physiques, avec tous ses sens, l'olfaction, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. Mais vous pouvez très bien vous positionner tranquille chez vous, vous mettez la musique, et vous, si vous êtes beaucoup plus auditif, eh bien c'est de vous passer une musique douce en 432 Hz pendant 5 minutes, mais de vraiment porter toute votre attention sur la musique. Et ça va être ça de vivre l'instant présent, ça va être ça, je dirais, la sorte de rééducation pour revenir à l'instant présent, c'est où est-ce que je porte mon attention. J'ai mes émotions qui me forcent à avoir un mental hyperactif, on est d'accord. Mais ce mental hyperactif, c'est aussi parce que je ne porte que mon attention sur ce qui me travaille en ce moment. Donc, sur quoi est-ce que je dois porter mon attention? Et justement, votre cerveau ne peut pas porter son attention sur 50 choses à la fois, c'est impossible. Donc si vous portez votre attention sur un sens qui vous est le plus facile pour vous, vous allez forcément lâcher prise avec le ressassement, c'est obligé. Imaginons, vous voulez vous faire un petit dessert avec une poire recouverte de chocolat fondant, du chocolat chaud dessus. Oui, je sais, ça peut faire envie, et là, il y en a sûrement qui n'ont pas encore dîné, et ils vont se dire, mais il est méchant de me dire ça parce que j'ai pas de poire. Oui, je suis très méchant avec ça. Eh bien, une personne qui va se faire sa poire avec du chocolat fondu dessus, si elle porte toute son attention sur ce qu'elle fait, c'est obligé qu'elle va lâcher prise. En plus, ce qui se passe, c'est que si c'est une personne gourmande, eh bien ça va être génial, puisque forcément, ça ne sera pas du tout un supplice pour elle de préparer son chocolat chaud et d'éplucher sa poire et de renapper sa poire avec son chocolat chaud. Ça va être un vrai plaisir. Et là, la personne, ce qui va être génial, c'est que si c'est une personne qui a du mal à lâcher prise, c'est de là de prendre conscience que si quand elle porte son attention sur quelque chose qui lui fait plaisir, qui va lui faire du bien ou qui lui fait du bien, eh bien en effet, elle arrive à lâcher prise. Et c'est donc de pouvoir se reconnecter à des petites choses comme ça, mais on va être dans l'action, et dans l'action, et porter toute son attention sur ce qu'on va faire. Alors ça peut être des choses très simples. L'autre jour en formation, j'avais une personne qui me dit j'ai du mal à suivre, j'ai un petit problème d'audition, mais j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à suivre la formation. Je lui dis ok, elle me dit moi ce que j'aime bien faire chez moi, c'est des découpages et je fais des tableaux avec des sortes de mosaïques, des tableaux. En fait, elle est kinesthésique, c'est-à-dire qu'elle, ce qui la détend, elle a besoin d'avoir ses mains, son cerveau occupé, je dirais sa fonction motrice occupée, et pendant que sa fonction motrice est occupée, elle a sa fonction cognitive, donc tout ce qui est réflexion, tout ce qui est apprentissage, qui sont grands ouverts. Alors je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, mais donc, du coup, elle avait besoin d'être dans l'action, et donc je lui ai dit, ça tombe bien, j'ai une dizaine de revues.
si tu veux, bah moi je te les prête pendant la formation, pendant cette journée, tu vas pouvoir les découper. Et alors là, elle a carrément basculé du fait que, autant elle avait des difficultés à suivre la formation, que d'un seul coup, non, c'est bon. Elle était dans son truc et elle pouvait participer, du coup elle posait des questions, et ainsi de suite. Et souvent, moi ce qui m'est arrivé, c'est que, donc si je reviens sur la personne, en fait, moi souvent quand j'ai fait des conférences, il y avait toujours dans la salle une ou deux personnes qui, c'est pas qu'elle faisait des gribouillis sur un cahier, mais elles dessinaient sur un cahier, ben c'est pareil, elles sont kinesthésiques. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être occupées manuellement, de faire quelque chose avec leurs mains. Il y a une partie de leur cerveau qui est occupée pour pouvoir porter toute leur attention sur ce que je disais pendant la conférence. Alors il y en a sûrement parmi vous qui sont comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent comme ça. Et peut-être que même là, pendant le live, eh bien, il y en a qui sont là et se disent, bah, je n'ai pas besoin de l'image, je l'écoute, et pendant ce temps-là, moi à côté, bah, je suis en train d'éplucher ma poire, par exemple, ou je suis en train de faire un dessin, ou je sais pas, je suis en train de tricoter, mais je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui tricotent à l'heure actuelle, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est on a tous et toutes nos façons d'appréhender les choses et d'accéder à nos ressentis. Et c'est plus on se connaît, plus c'est facile d'accéder à ce ressenti. Je vais venir maintenant à la phase de pourquoi je stresse, pourquoi je vais être en colère, pourquoi, voilà, bah, Afida, ouais, je marche en écoutant. Il y a des gens, en effet, qui peuvent faire un circuit pendant 1 heure et vont écouter une visioconférence ou une conférence en audio. Et en fait, c'est leur façon de faire pour être vraiment pleinement concentrés et porter toute leur attention sur ce qu'elles sont en train de faire. Mais donc, c'est ça le lâcher prise, c'est pouvoir porter son attention sur ce qu'on vit là, ici et maintenant. Alors, et c'est pour ça, tout à l'heure cet après-midi, je vous ai envoyé une petite vidéo pour présenter ce que j'allais vous faire ce soir. Comme je vous ai dit, là j'étais en forêt, j'étais en pleine nature. Les sens, bah, c'est l'olfaction, c'est l'ouïe, le toucher, l'odorat. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi travailler avec tout ce qui est huile essentielle. C'est-à-dire se mettre une petite odeur chez soi avec de la lavande par exemple, c'est très relaxant. Vous avez du pin sylvestre, après je ne suis pas spécialiste de l'olfactothérapie et des huiles essentielles. Là-dessus vous aurez plein d'informations sur internet ou en consultant des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Mais en fait, ça peut être juste une odeur qui vous permet, ah ben non je lâche prise parce qu'en effet cette odeur, ben, ça m'apaise, ça me permet de lâcher déjà une tension de stress, une tension du mental, quoi. Donc en plus de pouvoir porter son attention sur ce qu'on fait, eh bien c'est de pouvoir faire en effet des exercices qui vont abaisser la tension, la charge mentale. Parmi ces exercices, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir la cohérence cardiaque, il peut y avoir aussi des techniques de digiponcture, d'acupressure. Là vous avez ça sur ma chaîne YouTube Grégory Pelletier. Je vous ai donné 2-3 circuits d'acupressure. En fait, il y en a un pour le stress, il y en a un pour les colères, il y en a un pour je sais plus quoi. Enfin voilà, je vous laisse aller voir et puis vous pouvez apprendre vous-même à vous faire vous-même des circuits d'acupressure pour vous détendre, de manière à baisser la tension de stress et d'accéder plus facilement à du lâcher prise. Mais, et il y a un mais, bien souvent, pourquoi est-ce qu'une situation nous prend autant la tête? Parce que c'est ça, la difficulté à lâcher prise, comme je vous ai dit, c'est le mental qui travaille, c'est le symptôme final en fait, c'est ce qui révèle la partie émotionnelle à l'intérieur de nous qui peut être en souffrance. Eh bien, c'est que certainement c'est conditionné par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre, quelque part à une situation, à un moment que vous avez pu subir dans votre vie, et quelque part, ce que vous vivez à l'instant T, ce qui vient vous stresser, ce qui vient vous émouvoir, ce qui vient vous contrarier, eh bien en fait, ça fait référence à une souffrance, à une douleur, à un non-dit inconscient qui est en rapport avec votre enfant intérieur. Donc là, ce que nous dit Lydie, en effet, bah, c'est qu'elle a vécu un événement traumatique il y a quelques années. En fait, peut-être que Lydie a fait déjà un travail sur elle pour aller mieux, mais c'est pas parti à 100%. Et donc c'est là où il va falloir aller chercher quelle est l'origine émotionnelle, le fondamental qui fait que dans notre vie d'adulte, là, on a du mal à lâcher prise. Et pourquoi est-ce que ça prend autant d'ampleur? En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à une situation. Mais s'il y avait 5 autres personnes qui vivaient la même situation que vous, eh bien si ça se trouve, elles ne seraient pas du tout dans le même état émotionnel. Il y en a qui s'en moqueraient complètement, il y en a à qui ça ferait plaisir, il y en a que ça stresserait un petit peu, mais pas plus que ça, pas plus qu'un autre événement.
Mais pourquoi est-ce que vous, ça vient directement vous percuter, vous taper de plein fouet? Eh bien c'est là où on va aller chercher généralement des informations par rapport à votre enfant intérieur. Est-ce que quand vous étiez enfant, vous avez pu déjà vivre un événement, traumatique ou pas, le mot traumatisme est très puissant, mais un événement avec une énorme contrariété, ça peut être une énorme peur, une énorme perte de sécurité, d'énormes doutes, une très grosse perte de confiance en soi, ça peut être aussi une trahison, ça peut être d'énormes colères. Ça va être d'aller chercher, et là généralement du coup il faut se faire accompagner par des personnes comme moi, mais vous avez des praticiens en PNL qui sont excellents pour faire ça, vous avez des sophrologues, des hypnothérapeutes qui peuvent aussi vous accompagner pour ça. C'est-à-dire que on va aller chercher quel est l'événement, quel est le ressenti en fonction d'un événement de votre vie qui conditionne votre état émotionnel actuel. Et généralement, si on pose la question à la personne, est-ce que dans ta vie, est-ce que ça te parle si tu as déjà ressenti cet état émotionnel? En fait, la personne peut très bien dire oui, actuellement, je me sens coincé dans ma vie et je n'arrête pas de ressasser parce que je me sens coincé dans ma vie. Ok, par rapport à quoi? Elle me dit dans mon travail ça va bien, mais c'est dans ma vie affective, je suis complètement coincé, ça va pas. Ouais, les kinésiologues aussi, évidemment. Après, je vais pas sortir toute la liste, je prends ceux qui me viennent à l'esprit comme ça. Mais les kinésios, voilà, vont être très très bons pour aller chercher ces informations-là. Et donc, la personne va vous dire, en réfléchissant, parce que généralement c'est une information, c'est un blocage inconscient, mais qui peut assez rapidement revenir à la conscience. Et la personne va me dire, ouais, quand j'étais enfant, en fait, j'ai déjà ressenti cette même sensation de coincé, mais le contexte était complètement différent, mais je me suis déjà senti coincé comme ça. Et là, d'un seul coup, soit la personne, juste en prenant conscience de ça, ok, ça lâche, mais on respire, ou alors, on va aller faire une libération de cette mémoire émotionnelle. Donc là, moi j'ai mes techniques à moi, ça va être de la constellation soit en individuel, soit en groupe, mais généralement pour des problématiques comme ça va être de la constellation en individuel, où c'est moi qui vais aller chercher l'information et la personne va s'en libérer. Mais donc là, du coup, on va en effet parler de ce qu'on appelle ces mémoires, c'est l'enfant intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, à l'âge adulte, qui exprimons volontairement ce stress, on le subit entre guillemets. En fait, c'est votre enfant intérieur, c'est une partie de vous-même, une partie inconsciente de vous-même. Ce sont les souffrances, les non-dits émotionnels que vous avez vécus quand vous étiez enfant. Et quand vous étiez enfant, en fait, vous n'avez jamais pu verbaliser, exprimer, extérioriser ce que vous avez ressenti. Vous avez gardé ça pour vous. Ça s'est mis dans une petite case, là, quelque part dans votre cerveau. Et puis, ça n'attendait qu'une chose, c'est que dans votre vie, à un moment ou à un autre, eh bien, que vous reviviez un événement, que vous reviviez une situation qui allait directement, votre cerveau a fait l'analogie, a fait le parallèle avec ce que vous aviez vécu en étant enfant, et là vos stress sont multipliés par 5, par 10, par 20, c'est juste énorme. Là je parle de l'enfant intérieur, mais ça arrive aussi à des adultes qui, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, ont vécu un événement traumatique, elles n'en ont parlé à personne, elles ont gardé ça pour elles parce que peut-être qu'elles n'avaient personne à qui parler, peut-être qu'elles avaient honte d'en parler, tout simplement. Elles ont gardé ça pour elles. Et puis 10 ans, 20 ans plus tard, elles sont confrontées à une nouvelle situation. Et là, ça vient directement les faire basculer. C'est-à-dire que en quelques minutes, en quelques secondes, on passe d'un état émotionnel tout à fait normal à un très gros stress, une très grosse colère. Mais là, ça ne vient pas tout seul. C'est que ça a été conditionné par des événements antérieurs. Alors, ça va même plus loin. Puisque en fonction de ce que quand vous étiez dans le ventre de votre mère, vos parents ont pu vivre, eh bien ça aussi, ça peut vous influencer. C'est-à-dire que si un de vos parents, et généralement c'est la maman, mais ça peut très bien être le papa aussi, il n'y a pas que la maman qui va transmettre des informations émotionnelles, les bébés en fait sont vraiment des éponges à émotions. Et donc ce qui se passe, c'est qu'une maman qui va vivre un événement traumatique dans sa vie, au moment où elle est enceinte, et ça peut même être avant la conception. Ça va très très loin en fait ce genre d'informations. Eh bien bébé, lui va faire éponge avec ça, c'est-à-dire que, ok maman, tu as vécu cet événement traumatique, eh bien c'est moi qui vais solutionner ton problème. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, c'est quoi ce truc-là? Exemple. Donc un exemple, alors que j'ai déjà cité plusieurs fois lors des Facebook Live, mais c'est tellement flagrant, c'est tellement énorme. Une maman est enceinte de son bébé, elle habite dans un immeuble, elle sort de son appartement, elle rentre dans l'ascenseur, et là il y a son voisin qui se pointe avec un couteau qui la menace de la tuer. En
fait, elle se retrouve complètement bloquée, serrée contre la paroi de l'ascenseur, immobilisée, impossible à fuir puisqu'il y avait la menace du couteau. Impossible de fuir, bloqué, ok? Moi, quand je les ai rencontrés, ces gens-là, en fait, son fils, ça faisait 5-6 ans que l'événement était passé parce que son fils, lui, était un enfant qui ne tenait pas en place, qui cherchait en permanence à fuir. C'est-à-dire que lui, il était conditionné à être en permanence dans le mouvement, à être intenable. Et c'est un gamin qui, en effet, il pouvait monter en haut du canapé, mais s'il y avait une armoire, des étagères, il cherchait en permanence à grimper, à monter. C'est-à-dire que son comportement n'était pas un comportement normal, puisqu'il était en permanence dans la fuite. Et bien pour lui, c'était un moyen, c'est-à-dire qu'il a solutionné le conflit de sa maman à se sentir bloqué, à se dire, là je ne peux pas fuir. Et donc l'enfant, inconsciemment, eh bien, dans son comportement, c'est je vais chercher à fuir en permanence. Vous comprenez jusqu'où ça va? Donc c'est vraiment très très puissant lorsque un parent peut vivre quelque chose de très contrariant pour lui. Là, la contrariété de la maman, bah, c'était par rapport à sa sécurité à elle et par rapport à la sécurité de l'enfant qu'elle portait. Alors évidemment, ça s'est bien passé parce que il y a quelqu'un qui est venu la délivrer, qui a intervenu, qui a immobilisé le voisin qui était menaçant, et elle s'en est sortie indemne, évidemment. Mais elle s'en est sortie avec sa charge de stress. Et là, évidemment, ce qui aurait été intéressant de faire pour elle, c'est d'avoir un suivi psychologique par un psychologue ou par toutes les professions dont je vous ai cité tout à l'heure, justement pour verbaliser, pour extérioriser tout ce qu'elle a pu ressentir, vraiment aller chercher toute cette panique qu'elle a pu avoir, toute cette impuissance qu'elle a pu ressentir au moment de cet événement, de manière à dédramatiser, à libérer son mental, à libérer toute sa charge émotionnelle. Et aussi, du coup, c'est d'aller voir des personnes qui sont plus comme moi, qui vont pouvoir aller directement aller chercher l'information dans le bébé qui est dans son ventre, de manière à déprogrammer le bébé qui est dans le ventre de la maman, du stress qu'il a pu prendre pour lui et qui n'était pas pour lui. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que il y a toute cette partie de transgénérationnel, de psychogénéalogie, qui peut aussi vous conditionner dans vos ressentis, dans vos façons d'être et vos façons de faire. Ça va vraiment très très loin. Il y en a parmi vous peut-être qui vont dire, ben ouais, moi je suis quelqu'un de très speed, ma mère était très speed, ma grand-mère était très speed, bref, en fait, dans la lignée féminine, on n'a connu que des femmes très speed. Et puis ben, il y en a même aujourd'hui, en fait, qui font de l'hyperthyroïdie. Et là on va dire, bah ouais, c'est génétique, c'est congénital. On va dire, bah ouais, en fait, c'est normal. Ah, oui, c'est normal parce que si ça se trouve, ce qui conditionne cette hyperactivité, cette hyperthyroïdie, eh bien, il y a peut-être une ancêtre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais pas de combien de générations au-dessus, qui a vécu un traumatisme et qui aurait dû peut-être faire les choses très très rapidement, et parce qu'elle n'a pas pu faire les choses rapidement, il s'est passé un drame. Ça peut être pendant une guerre, ça peut être lors d'un accouchement. En fait, un ancêtre a très bien pu ressentir un énorme stress. Comme je n'ai pas été assez rapide, comme je ne suis pas allé assez vite, eh bien malheureusement, il s'est passé un drame, j'ai vécu un énorme stress, j'ai peut-être même perdu la vie, etc., etc., etc. Mais du coup, cette information émotionnelle, même si la personne est décédée, eh bien, certains descendants, je ne dis pas tous, mais certains descendants peuvent du coup solutionner le conflit émotionnel de l'ancêtre. Tout comme le bébé dont je vous parlais tout à l'heure, qui était enfant à 5-6 ans et qui était quelqu'un qui cherchait tout le temps à fuir, était en loyauté avec le stress de sa maman. Et bien là, de notre vivant, on peut être ce qu'on appelle en loyauté avec des ancêtres, de façon à ce qu'on soit là pour solutionner le conflit émotionnel de l'ancêtre. Et là, il faut aller chercher cette information-là. Donc là, c'est pareil, les kinésios, je pense, peuvent être très bons là-dessus, tout comme moi, évidemment, tout comme les personnes qui font des constellations familiales, parce qu'on n'a pas besoin de savoir si c'était l'arrière-grand-père Jean-Jacques qui a vécu ça, ou si c'était l'arrière-arrière-grand-mère. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un arbre généalogique complet. Si les personnes là, tant mieux. Mais si on l'a pas, c'est pas grave. On va juste aller chercher de l'information qui est là et déprogrammer la personne de cette information. Ça fait peur quand même que tout commence dans notre ventre. Ça commence même avant le ventre. Donc là, Linda, là, je vais encore plus te faire peur. Ça commence bien avant la conception. Voilà. Mais c'est comme ça. Alors après, pour te rassurer, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'une maman ou un papa va vivre
un conflit émotionnel, va vivre un événement dramatique, que l'enfant va forcément faire l'éponge avec ça. Il y a une expérience qui a été menée auprès de mamans qui sont allées faire des échographies quand elles étaient enceintes, et on les a soumises à un petit stress. Et du coup, pendant qu'ils faisaient l'échographie, et bien en même temps, ils ont relevé le rythme cardiaque du bébé et de la maman, la pression artérielle, et observation à l'échographie, comment réagissait l'enfant par rapport à ce stress. Le stress qu'on faisait subir à la maman, c'est on lui demandait de chanter. Alors évidemment, même vous, demain, si je vous demande de chanter comme ça devant du monde, vous allez dire, non, moi je sais pas chanter, à part 2-3 peut-être magnifiques castafiores qui sont devant leur écran, mais voilà, ça va automatiquement engendrer un petit stress. Et donc ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait un tiers des enfants qui n'avaient strictement aucune réaction par rapport au stress de la maman. Électroencéphalogramme, nickel. Électrocardiogramme, nickel. Aucune réaction. Alors que l'enfant est quand même une éponge à émotions. Mais là, il n'a pas pris le stress de la maman. Un autre tiers des enfants, ça bouge. Alors là, ça bouge dans tous les sens. Je tape des pieds, je tape des poings en réaction au stress de la maman. Et puis un autre tiers des enfants, c'est beaucoup plus intériorisé. Augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle. Il n'a pas exprimé le stress physiquement, mais par contre, il l'a bien intériorisé. Donc, je dirais qu'on va aussi rejoindre l'énéagramme. Pour moi, là, c'est ma théorie. Alors après, j'ai le droit de me tromper, parce que je ne suis pas parfait. Tout le monde a le droit à l'erreur. Mais ma théorie, c'est que, par rapport à l'énéagramme, c'est dès l'enfance où on est déjà plus dans le faire. Je tape des poings, je bouge des pieds pour exprimer mon stress. J'intériorise beaucoup plus dans le mental et peut-être beaucoup plus dans mes ressentis. Là, je vais avoir des ressentis beaucoup plus internes avec l'augmentation du rythme cardiaque, par exemple. Alors, si, moi, j'adore chanter, mais c'est les gens... Ouais, donc en fait, Fred, si je comprends bien, c'est quand tu chantes, c'est toi qui stresses les autres. Ok, je comprends. Ça change la donne, c'est pas pareil. Non, mais c'est une très très bonne remarque. Moi, je crois que c'est un peu pareil. Si je me mets à chanter, je vais faire criser les autres aussi. Donc voilà, il faut un peu dédramatiser par rapport aux enfants, c'est-à-dire qu'un enfant ne va pas forcément... Les enfants sont des éponges à émotions, mais ils ne vont pas forcément prendre tous les stress des parents, parce que c'est vrai qu'autrement ça fera un peu de trop, quoi. Mais certains enfants vont prendre en effet un énorme stress par rapport aux parents. Ou en tout cas, vont vouloir solutionner le stress des parents. Par rapport à tout ce qui est transgénérationnel, psychogénéalogie, c'est là où c'est passionnant, c'est que il y a des personnes qui viennent me consulter, qui vont me dire, ouais, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle thérapie, j'ai fait tel truc, pendant plusieurs séances, peut-être parfois pendant des années, j'ai pris conscience de certaines choses, mais en fait mon état émotionnel ne s'est toujours pas arrangé. C'est évident, c'est juste énorme, parce que ça ne lui appartient pas. Si ce n'est pas son enfant intérieur, c'est qu'elle est en loyauté avec un ancêtre, et là il va falloir aller chercher cette information-là. Mais j'irai même encore plus loin. J'ai une jeune qui m'a consulté, en fait, elle fait des crises d'angoisse. Alors, là, sa charge mentale, elle peut être élevée parce que, quelque part, ça l'empêche d'aller travailler. Elle n'arrête pas de, entre guillemets, en effet, ressasser par rapport à ça, parce qu'elle se dit, ouais, mais moi, mon avenir professionnel, c'est quoi? Si je fais des crises d'angoisse et que ça m'empêche de bosser, en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Elle stresse parce qu'elle a des crises d'angoisse. Vous comprenez le truc? Alors, on a fait une première séance ensemble, et elle s'est libérée d'une loyauté envers un ancêtre qui, alors je sais plus, avait d'énormes stress, ça peut être d'énormes contrariétés, des peurs, de la tristesse, etc. Moi j'ai senti que la libération s'était faite, et puis on fait un débriefing quelques semaines plus tard, elle me dit, je sens pas que ça va forcément, elle a senti un mieux au moment de la séance, mais dans son comportement elle n'a pas senti vraiment un mieux. Alors je dis, ok, on va faire une deuxième séance, on va aller chercher plus en profondeur. En fait, en une séance d'1 heure, j'ai aucune prétention de faire en sorte que la personne soit libérée, qu'elle puisse basculer à 100% dans un état de mieux-être alors qu'elle a déjà une charge émotionnelle énorme. Ça arrive une fois de temps en temps, mais généralement il faut plusieurs séances, quoi. Et deuxième séance, en fait, je me suis dit, oui, mais toi tu habites dans un appartement en location? Elle me dit ouais. Donc il y a eu d'autres locataires avant toi? Moi je lui dis ouais. Et là où c'est énorme, c'est que quelque part, l'appartement, vous me croyez ou vous me croyez pas, mais si vous voulez, les lieux sont chargés d'énergie. Les lieux peuvent être chargés d'émotions positives, tout comme ils peuvent être chargés d'émotions négatives. Ok, bon Molly, voilà, c'est bien. Je t'ai apporté un éclairage par rapport au comportement de tes enfants.
C'est-à-dire que les lieux, c'est juste énorme. J'ai fait un Facebook Live sur la mémoire des lieux, je sais pas, il y a un peu plus d'un mois. Vous le retrouverez sur ma page Facebook Pro, la mémoire des lieux. Enfin voilà, c'est un sujet qui est passionnant. Mais pour argumenter ça, par exemple, c'est demain, si vous allez sur un site mégalithique où il y a des dolmens, où vous avez des amoncellements de pierres qui ont été faits, eh bien, vous pouvez juste vous poser en conscience et écouter vos ressentis d'une pierre à l'autre, d'un monument à l'autre. Et vous allez certainement ressentir des choses différentes. Les lieux sont chargés. Par exemple, moi là, je suis super content, je suis dans un pré, entouré de rochers, il y a les vaches qui sont derrière, il y avait le toutou qui était là. Moi, je me sens dans mon élément. Il n'y a pas de problème, alors il fait un petit peu froid, mais je vais survivre. Ok, alors en formation Reiki, on peut en parler aussi. J'ai la gorge qui me pique. C'est peut-être un ancêtre qui vient me chercher, ou alors c'est le lieu. C'est le lieu, il en a marre de m'entendre parler. Il se dit, mais d'habitude, je suis au calme ici le soir, c'est les pierres, elles se disent, non, non, c'est pas possible, mais il y a un bavard, il y a une pipelette avec nous, là, on n'en peut plus, il faut qu'il se taise. Ouais, bah c'est bon, 21h arrive, laissez-moi encore quelques minutes, laissez-moi mes cordes vocales et puis je vais finir. Et merci beaucoup. Donc, par rapport à cette jeune fille, eh bien, le lieu était chargé de stress, d'angoisse. Et elle, c'est quelqu'un qui est hypersensible. Elle a une vingtaine d'années. Alors je lui ai dit, toi, tu es certainement hypersensible, c'est-à-dire que tu captes tout. En fait, c'est comme si tu avais des antennes là, et tu captes toutes les émotions, toutes les énergies des autres. Alors ça s'apprend de pouvoir gérer l'hypersensibilité. La preuve, vous en avez en face de vous qui le gère relativement bien quand même. Mais donc, je lui ai dit, bah là, ton lieu est chargé plutôt d'une polarité plutôt négative. On va faire en sorte de libérer le lieu de cette polarité négative de manière à ce que non, ce soit toi qui impose ton énergie au lieu, où tu es, quelqu'un qui transpire l'amour et qui va être là, je dirais, pour apaiser le lieu. Donc on a libéré le lieu, on se fait un débrief quelques jours plus tard, elle me dit, bah ouais, cette deuxième séance, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est juste énorme. C'est-à-dire que ces crises d'angoisse, sa difficulté à lâcher prise, sont conditionnées évidemment par rapport à son état émotionnel, était conditionné par rapport à un ancêtre, mais était aussi conditionné par rapport au lieu dans lequel elle habitait. Donc ça peut aller très très loin. Et c'est pour ça que moi je suis thérapeute et ma spécialité ce sont les constellations familiales et systémiques, c'est-à-dire qu'en effet on va aller chercher des non-dits émotionnels dans la famille des personnes, mais on va aussi chercher des informations, des non-dits, des énergies négatives et positives. Des fois on va se reconnecter à des énergies positives, mais dans le système de la personne. Et donc le système de la personne, eh bien ça va être par rapport à son travail, ça peut être par exemple à une belle-mère, ça peut être par exemple à l'ex de son conjoint. Ça c'est énorme. En fait, s'il y en a parmi vous qui sont en couple en fait, et qui vous êtes avec une personne qui a été mariée, mais en fait le mari ou l'ex-compagne est quelqu'un de très jaloux, eh bien vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais cette personne, soit consciemment, soit inconsciemment, peut très bien, je dirais, avoir une certaine intention, vous envoyer une certaine énergie plutôt négative. Et là c'est pareil, il faut essayer de dissoudre les liens, parce qu'en fait ça va plutôt vous plonger vers le bas dans votre relation que vous allez entretenir avec la personne. Ouais, je vais boire une petite sauge après. En fait là il y a du serpolet et du thym sauvage, et je pense que ça va être une petite tisane avec ça, ça va être vraiment excellent avec un peu de miel, mais voilà, c'est... En fait voilà, depuis que j'ai dit que c'est bon, j'allais bientôt finir, que la pipette allait bientôt se taire, les cordes vocales se sont remises en place, c'est génial. Si je reviens sur le lâcher prise, donc c'est pouvoir être connecté le plus possible à l'instant présent. Vous pouvez donc faire un travail sur vous-même avec les différents outils que je vous ai donnés. Vous pouvez aussi, si vraiment c'est trop ancré en vous, eh bien va falloir aller chercher, non, la poire chocolat en fait je l'ai mangée avant. En fait, mon inspiration, je l'ai trouvée de mon dessert, voilà. Mais donc, d'aller chercher des informations, et bien du coup, plus dans votre enfant intérieur, je dirais que ça va être du 7 fois sur 10, ça va être par rapport à l'enfant intérieur, avant d'aller chercher chez des ancêtres ou par rapport au lieu. C'est chercher vraiment des choses beaucoup plus simples. La lithothérapie, ça peut aider, la lithothérapie, ça peut aider, c'est un outil thérapeutique comme tous les autres, ça fera pas tout, mais c'est un complément. Alors il y a une chose dont je vous ai pas parlé, c'est par rapport à l'ancrage, c'est-à-dire que, fraise chocolat, ça c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que pour vivre pleinement l'instant présent, eh bien c'est de pouvoir travailler ce qu'on appelle l'ancrage. Alors,
Je vais refaire une vidéo là-dessus que je laisserai sur YouTube. Justement, c'est des mouvements qui sont issus un peu du Qigong et des mouvements avec une respiration. En fait, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir se réancrer, parce que ça fait partie des... Là, on parle de l'énergétique, hein, c'est de l'énergétique qui est en relation avec la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme. Et donc, on va parler de Qi. Là, on n'est pas du tout dans de l'ésotérique, on n'est pas du tout dans de l'imaginaire. C'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui pratiquent des arts martiaux, forcément le Qi, ça va leur parler, quoi. Mais c'est l'énergie vitale qui nous habite, qu'il faut pouvoir reconcentrer, qu'il faut pouvoir recentrer et être complètement dans cette énergie vitale. Et ça va permettre, en fait, de se recentrer. Vous pouvez aller sur mon site internet boostez-vous.fr où là, je vous présente les différents événements que j'organise. Donc vous avez différents événements, j'organise des constellations familiales et systémiques en groupe une fois par mois à Nantes et en Vendée à Chaland. Peut-être que ça viendra aussi dans d'autres villes. Voilà, si je trouve une salle et qu'il y a de la demande, eh bien on ira. Ça va être, c'est pour vivre vraiment d'excellents moments. J'organise aussi des formations après la rentrée, par exemple, enfin même avant la rentrée. En juillet, je serai en Belgique à faire la formation de 5 jours sur le décodage biologique des maladies. Donc s'il y a des personnes du nord de la France que ça intéresse, eh bien vous serez les bienvenus. Ça y est, la pipelette va devoir couper. Va couper. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez voir sur mon site. Si vous avez des questions, c'est contactgp44@gmail.com. Le site internet, c'est boostez-vous.fr. Une excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Merci à vous. Merci pour les commentaires. Merci pour les questions. Merci, merci. Il n'a pas plu. C'est super. Les vaches sont pas venues me déranger. C'est super aussi. Quoi d'autre? Et puis... pour les consultations en individuel, eh bien c'est soit en présentiel, soit en visio. Le résultat est le même. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.